la saison est pas encore là, que le drama, lui, est déjà bel et bien présent. Oui, c'est déjà le premier épisode de la saison 2026 de Garage Talks, alors que 2025 est pas fini. Et vu la date de sortie de cette vidéo, joyeux Noël, je suppose. Mais faut dire que, avec ce drama moteur qui nourrit déjà les passions, j'avais déjà un épisode, quoi. Donc on va en parler tranquille, au chaud, en buvant une petite tasse de chocolat ou pourquoi pas du Oli Energy. Les codes sont dans la description, vous pouvez soutenir. Bon, c'est juste code Clippy, hein, 10% de réduc, voilà. Généralement, vous savez ce que c'est. Il y a aussi le Super Thanks, voilà, si vous voulez soutenir. Il y a plein de trucs dans la description, si vous regardez, c'est... Waouh, tant de moyens de soutenir. Mais si vous voulez pas dépenser un rond, pas de problème, vous restez. Regardez jusqu'au bout, petit like, petit commentaire de référencement. Suffisant. Bref, sans plus de salam alek, bienvenue dans Garage Talks en Big 2026, même si on est encore en 2025. Alors, juste avant de parler de V6 Turbo hybride et tout le bordel, j'ai un autre Garage Talks qui est déjà enregistré, qui parle de la sortie d'Helmut Marko et des tests à post-Abu Dhabi. Je le sortirai un peu plus tard parce qu'il est pas lié à l'actu, il devait vraiment jouer le rôle de filler en me laissant finir tout ce que j'avais sur le feu pour la fin d'année, la fin de la quadrologie, le car sur la F33 SP et la chronique signée sur Driven. Mais la vérité, j'ai besoin d'un break, donc tout ça va être passé à 2026. Et voilà, les salamalek étant vraiment maintenant mises de côté. Voilà le deal. La régule technique 26, de base, elle est v'là compliquée. Mais ça, c'est tout le temps, en fait. La Formule 1, tu vois, c'est un challenge perpétuel. Même si les règlements étaient simples, tu peux être sûr que toutes les putains d'équipes vont se compliquer la vie pour extraire un maximum de performance. Sauf que là, c'est bien pire que d'habitude. C'est la première fois, en tout cas dans la F1 moderne, on change de formule aéro et moteur en même temps. Et les targets, les cibles, les restrictions que la FIA a imposées au niveau du moteur sont extrêmes. Il n'y a pas d'autre mot. On en a parlé toute l'année. Je vais pas vous faire l'affront de faire un récap. Il y a plein de vidéos qui en parlent. En plus, ça stimulera mon AdSense sur ces vidéos-là. Donc, on se dépêche. Et le nouveau split 50% thermique, 50% élec, il a dû être revu. On a dû mettre en place des rampes d'énergie, ce genre de conneries, pour éviter que les voitures passent de 350 à 280 en milieu de ligne droite à Monza ou Bakou. Et cerise sur le gâteau, le règlement a été finalisé que très tard et a encore droit à des révisions multiples. Notamment parce que tous les putains de mots dans le règlement sont importants. Si ça laisse place à une interprétation ou à une zone grise et que la FIA veut pas de ça, faut vraiment qu'elle rende le règlement bulletproof. Parce que sinon on se retrouve comme en 2009 avec le scandale du double diffuseur où pas toutes les équipes en avaient profité et où fameusement il y a eu controverse. Et des mots de Ross Brown lui-même, ne vous souciez pas de l'intention, lisez la règle. Et devinez quoi ? Il semblerait qu'il y ait deux manufacturiers qui ont trouvé une zone grise dans le règlement. Non, le règlement n'était pas si clair, MDR. Alors, en vrai, ce qui est marrant, c'est que si on suit vraiment toutes les rumeurs, tous les petits ragots qui ressortent, en fait, c'est genre la 3e ou 4e zone grise qui a été trouvée et à laquelle, cette fois-ci, par contre, simple reformulation de la règle ne suffira pas. Parce qu'on pourrait penser, par exemple, au bail avec les débitmètres, un truc qu'on a déjà vu en Formule 1 en 2019, rappelez-vous, où le règlement a été altéré pour qu'on passe de mesurer le flux en kilogrammes par heure, qui était 100 kg de carburant par heure, et où maintenant on mesure en mégajoules par heure. Un truc qui a été instauré pour que les équipes puissent pas margouler le débitmètre avec la température du carburant, par exemple. Et ça, c'est des choses qui sont pas compliquées à altérer, fondamentalement. Les équipes peuvent rapidement adapter leur moteur pour être conformes. Je veux dire, on change juste une mesure de conso et elles ont pas le droit de toucher à la température du carburant volontairement. Ça aussi, va falloir clarifier. Mais il y a autre chose. Et là, vous l'avez lu partout sur Twitter, vous attendiez juste ma take dessus, je le sais. Le règlement, il autorise un ratio de compression de 16. Alors, si vous êtes mécano ou ingénieur, n'hésitez pas, parce que j'ai entendu des gens dire ratio de compression de 16, d'autres de 16 pour 0, d'autres de 16 pour rien. J'ai vu plein de formulations diverses et variées. J'adorerais avoir une réponse définitive sur comment je suis censé le dire à l'oral. Du coup, je vais juste dire 16 pour l'instant. C'est bon ? À titre indicatif, l'année dernière, le ratio de compression était de 18. Et il semblerait que Red Bull Powertrain et Mercedes aient trouvé un trick pour rouler à 18 au lieu de 16, mais choc, effroi, ajoutez tous les adjectifs qualificatifs que vous voulez encore derrière, une fois mesuré, être quand même à 16. Ce serait apparemment pas non plus un truc ultra technique à ajouter, parce que la FIA a indiqué que la mesure de la compression se ferait à température ambiante, en garage. Donc, on pourrait, sans trop de problème, manipuler la compression en jouant avec l'élasticité. Je sais qu'élasticité, c'est pas forcément le bon mot, mais vous comprenez l'idée. Avec l'élasticité des métaux. Et du coup, t'aurais un avantage de trouver. C'est marrant, parce que c'est un peu comme cette histoire d'aéro flexible. En fait, le test, il est pas fait en conditions réelles. Il est fait de manière statique, pour des raisons qui sont
logique, parce que c'est compliqué de reproduire les exactes conditions d'un Grand Prix dans tous les garages. Il y a des gens, ils se rendent pas compte à quel point, genre, une soufflerie, c'est de l'équipement très cher et on peut pas en avoir une à disposition sur tous les circuits. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça rend du coup l'infraction pas facilement stoppable. C'est pour ça que quand vous me dites que la règle est très claire et que vous la comprenez, eh ben moi j'arrive pas à croire votre argumentation derrière. Parce que si on peut pas enforcer une règle, alors la règle n'a aucune valeur. Mais on aurait bon dos de mettre des limitations de vitesse sur les routes si on était incapable de mesurer la vitesse des automobilistes. Parce qu'après du coup, si ça monte en cours de justice parce que le mec il est outrageusement chiant et qu'il veut pas payer son amende, ou pire qu'il est dans un exemple à clip, eh ben du coup t'as pas de preuve, t'as pas de moyen de mesurer à quelle vitesse le gars roulait. Toute procédure tombe à l'eau. Bon, pas toute, parce que le droit c'est beaucoup de bluff et bon, de toute façon on parle pas de ça là. Là c'est la même chose, on peut contrevenir à l'esprit des règles, on peut avoir une intention qui serait contraire aux règles, putain on peut même techniquement enfreindre la règle, mais si c'est pas prouvable par le test mis au point par la FIA, eh ben fair play, bravo, c'est tout quoi. Je sais qu'on a cette impression, de loin, hein, que la FIA c'est un corps décisionnaire qui s'assure de la justice dans le sport, et que parce que les choses sont écrites, parce que les choses sont dites, il y a ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Mais, premièrement, c'est une vision très manichéenne des choses. Il y a beaucoup de gris entre le noir et le blanc. C'est bien pour ça que les directeurs sportifs ont limite un rôle d'avocat sportif. Hein, pour faire valoir la position des pilotes et de l'équipe, faut pouvoir lire, comprendre et interpréter le règlement. Et je dis pas que c'est impossible sans diplôme ni formation. Je dis que très souvent, les argumentaires qui suivent « j'ai lu le règlement » tiennent pas la route parce que vous avez lu le règlement. Est-ce que vous l'avez interprété correctement? Ça, c'est une toute autre paire de manches. Ensuite, faut pas oublier que la FIA, c'est pas vraiment un organisme démocratique. Elle décide en fait, point barre. Même si elle se contredit. Tony Montana, hein, elle dit toujours la vérité, même quand elle ment. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est toute puissante dans le sport et que ça n'arrive que très rarement qu'une procédure soit engagée et qu'elle aille au-delà du sport. Le peu de fois où c'est sorti du jugement de la FIA, tu vois, genre le verdict était dans les mains de quelqu'un d'autre, c'était dans des trucs énormes comme le ban à vide Briatore ou actuellement l'affaire entre Massa et la FIA. On va pas se casser le cul à aller en cour internationale de justice pour une pénalité pas appliquée comme il faut. C'est finalement assez réminiscent de pourquoi certaines personnes ne vont pas en procès quand elles devraient, alors qu'elles sont dans leurs droits et que oui, la justice devrait leur donner raison. C'est juste que c'est une énorme perte de temps et d'énergie pour quelque chose qui en vaudra peut-être pas autant la peine. Tu me diras que dans le système actuel, même quand ça en vaut la peine, ils y vont pas. Dans le cas présent, pour éviter de faire des parallèles trop vaseux, la FIA pourrait complètement laisser Red Bull et Mercedes rouler, même en sachant qu'ils ont un ratio de compression illégal sur la piste. Parce que quand eux font leurs mesures, le ratio de compression, il est légal. Ouais, c'est clippy du montage. Semblerait que Red Bull n'ait pas la capacité de rouler avec un ratio de 18, mais évaluait la possibilité de le faire. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y aurait que les équipes Merco dans la merde, donc gardez ça en tête pour toute la section qui vient après. C'est un peu charcuté parce que du coup, j'avais pas cette info-là avant de tourner. Et surtout parce que l'alternative, c'est pas d'avoir une, mais 6 équipes qui ont pas de moteur légal pour le début de saison. 6 équipes, ça fait 12 bagnoles. Ah mais ils ont qu'à changer de moteur. On me la fait pas, moi. Alors la tâche est A, excessivement chère. À l'heure de la cost cap, c'est pas envisageable. Et B, ça prendrait sûrement trop de temps. En tout cas, c'est ce que Mercedes nous dit. Red Bull, c'est peut-être un poil plus jouable pour eux, parce que ils auront besoin de 2 moteurs par voiture pour les essais hivernaux. Et je sais pas si les équipes ont directement tous leurs moteurs de près dès la première course. Donc il est peut-être encore temps, tu vois, de faire machine arrière. Mais Merco, avec la pléthore de bagnoles qui roulent avec un moteur à l'étoile, je serais vraiment surpris. Hein. Surtout que, bon, eux-mêmes disent qu'ils en ont trop, des clients qui veulent réduire la liste à ça. Plus je dis tests hivernaux, mais je me trompe parce qu'on a des tests privés. Les voitures, elles vont rouler dès janvier et on n'en verra rien. On est le 21 décembre là. Hein. La vidéo sort sûrement le 23 ou 24. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, hein, joyeux Noël. Et surtout, on est le 21 décembre. Le bail, il a éclaté cette semaine. C'est pas en 2 ou 3 semaines qu'ils vont produire tous les moteurs nécessaires pour tout arranger. Hein. Et du coup, on s'excite, mais on fait quoi? Parce que si je me souviens bien, Nicolas Tambadis disait « tolérance zéro sur la technique ». Du coup, Nicolas, qu'est-ce qu'on branle? La solution de le règlement _et_très_clair sur Twitter, c'est de ban def tous ceux qui roulent avec un moteur Merco. Évidemment, les tweets que je mets à l'écran sont pas des vrais tweets. Hein, Ah non, mais faut faire attention. Il y en a après, ils vont sur Twitter et ils insultent des gens, alors que les gens ont même pas tweeté ce que j'ai mis. Alors, s'il est vrai qu'on devrait appliquer une punition à l'infraction, c'est pas le cross du collège en fait, les gars, et on peut pas pénaliser Mathis parce qu'il a coupé derrière un plot. Vous privez la grille de 8 bagnoles si on ne banne que Merco, 12
si on banne Merco et Red Bull. Il y a un bail comme quoi Red Bull apparemment c'est soit pas sûr, soit que genre eux c'est réversible, un peu comme une veste à moumoute à l'intérieur. Imaginez le merdier relations publiques si la grille ressemble à un ersatz de championnat du monde de Formula Gran Turismo dans Gran Turismo 4. Ceux qui n'ont pas la rêve, vous pensez sinon au GP des USA 2005, c'est même énergie. Et là je vous le demande, à vous, en commentaire, qu'est-ce qui est plus important, avoir 22 voitures sur la grille, ou dans le respect d'une règle dans laquelle on a trouvé une faille, bannir la moitié de la grille? Je vous demande vraiment, c'est quoi le plus important, faire respecter l'esprit du règlement, ou avoir tout le monde sur la grille? Et selon j'ai pas lu mais j'ai un avis, pas mal. On change rien, justement. Aux yeux du règlement, ils sont dans les clous, parce que le test est réalisé à température ambiante. Généralement, je suis d'accord avec ce genre de beau. La fameuse phrase, tant qu'il n'y a pas pénasse, c'est légal, quoi. Et le truc, c'est l'enfer administratif que la FIA va se taper à la seconde où le drapeau Adami va tomber. Parce que toutes les équipes non Merco et non Red Bull Powertrain vont faire réclamation toutes les putains de courses. Et imaginez pas une seule seconde que la FIA va faire un PTDR j'ai pas lu quand on va leur envoyer un email avec les diagrammes. Surtout que ce sera sur une base de week-end à week-end, donc pas forcément jugé par les mêmes stewards. Comme on sait que d'une team de stewards à l'autre parfois il y a un peu de flexibilité, ça pourrait être un petit bonheur la chance, même si le scénario le plus probable c'est que ils soient tous briefés pour faire la même chose quand il s'agit de ça, mais pas oublier que derrière il y a un shit show politique et public, médiatique monstre. La FIA fait des efforts, ça se voit pas, mais la FIA fait des efforts d'enculé pour être crédible et pour pas que l'arrivée à Melbourne ressemble à celle de 2014 où il y avait panne sur panne sur panne sur panne et disqualification pour débitmètre. Et là, avec cette histoire, ils risquent un peu malgré eux de passer pour des cons. Parce que soyons honnêtes, si cette faille elle était exploitée par tout le monde, on considérerait même pas, on n'en parlerait même pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle, c'est parce que cette faille, elle serait exploitée par la majorité des voitures sur la grille. Parce que si c'était une équipe, on n'en parlerait pas non plus. Sinon, il y a une autre solution. C'est la mienne, c'est cadeau. On mesure l'avantage de puissance et de conso qui est gratté par Merco et Red Bull avec cette histoire-là, et on bride en conséquence. C'est absolument pas ce qui va se passer, on va pas se leurrer. Tout semble indiquer actuellement que la FIA va laisser Red Bull et Mercedes rouler avec leur moteur tel quel. Parce que cette histoire a l'air infiniment plus complexe que ce que je dirais si j'étais mécano chez Midas, en mode « Oh, si t'empêches piston de remonter jusqu'au bout, ça réduit la compression. » Je suis sûr, dans l'idée ça marche, mais c'est pas une Twingo, donc je pense pas que... Et je serais vraiment surpris qu'on les fasse rouler avec une bride pour limiter leur gain de performance, parce que il y a toujours un gain de performance, même à rouler avec une bride. Ah, moi je suis certain que l'accord ça va être... vous nous promettez de vous occuper de ça le plus vite possible, avec une target style le break estival, et puis basta, et puis c'est bon, on est content. Vous avez complètement le droit de vous sentir floué dans un cas comme celui-là, parce que si votre équipe préférée fait pas partie du lot des tricheurs, vous êtes sûr de passer une année de merde. Bon, si vous étiez fan de Ferrari, de toute façon... Formidable d'ailleurs que le mot utilisé dans ce cas systématiquement, c'est tricheur. C'est comme si, genre, les 11 derniers champions du monde ont tous bénéficié d'une machinerie qui exploitait une zone grise dans le règlement. Accepte la vérité. Non, t'es un tricheur. Si vous aimez le sport, la Formule 1 j'entends, et que vous trouvez l'exploitation du règlement et de ces zones grises comme étant quelque chose d'inadmissible, que c'est pas légal et que vous utilisez le mot triche à tout bout de champ quand une innovation est trouvée et qu'elle est contraire à l'esprit du règlement, mais qu'elle passe les tests et qu'elle est par conséquent légale, je pense que vous aimez pas le sport. Je pense que vous aimez un pilote, une équipe peut-être, et que quand vous êtes du mauvais côté de la barrière, du coup ça vous indigne, et c'est normal. Et c'est ok, c'est parfaitement ok que vous préfériez un pilote ou une écurie plutôt que votre la totalité du sport lui-même, quoi. Juste, faut pas être de mauvaise foi derrière. Surtout si vos arguments derrière, c'est « Ah ouais ? Et si c'était Ferrari qui trichait, en tant que fan de Red Bull, tu dirais quoi ?» Je dirais très certainement la même chose que j'ai dit quand on a chopé McLaren avec des ailerons flexibles à Bakou en 2024, que je préfère l'innovation dans le sport à la domination de mon équipe. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, où j'ai traité qu'un seul sujet. C'est assez rare dans un Garage Talks. Vous pouvez me suivre absolument partout, sauf dans la rue. Ça veut pas dire que vous pouvez pas venir me demander un selfie ou dédicacer aux chaussures. On est sur Twitch où ça fait vroom vroom virtuellement. On prépare les trucs là pour la saison 2026 de streaming tout simplement. Alors, je vais faire plein de trucs dont les gens se branleront, mais ce sera mes trucs donc je serai content. On est sur Instagram, on fait les stories pour annoncer les streams et j'espère pouvoir commencer à faire un peu plus de contenu sur Insta. Pas du format court vidéo, genre juste poster des trucs. On est sur Twitter où je tweete trop bien, genre. J'aurais tweeté beat sur Twitter juste pour cette vanne. Bref, c'était Clippy da Clip. Bisous.